On va laisser la musique, Vincent Delerme. Bonsoir tout le monde. Je sens plus attendre, je vais demander d'accueillir Guillaume Canet et Stéphane Brisé, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Alors, juste, je vais commencer. Ils sont venus pour vous, donc si vous avez des questions tout de suite, n'hésitez pas. Si moi je vais poser la toute première, il faut toujours une première. Stéphane, comment a commencé ce projet? Vous voyez bien, là, j'imagine, non? Ouais. Et vous les voyez pas, c'est ça? Pourquoi voulez-vous rapprocher peut-être? Ah, peut-être. Ouais, ça sera peut-être plus sympa. Regardez. Voilà. Ah, c'est mieux là. Donc, du coup, ma première question, c'est comment a commencé ce projet? C'était quand j'étais en maison de repos, au fond de la dépression, et que j'ai commencé à écrire ce livre. Mais, c'est pas ça évidemment, mais c'était après La loi du marché, En guerre, Un autre monde, Une vie. En fait, qui étaient des films, je ne sais pas si vous les avez vus, mais c'était des films qui sont des films de désillusion. Alors, j'en avais pas conscience au moment où je les faisais, mais finalement, après être sorti de ça, je me suis rendu compte en fait que j'avais fait, puisque je ne raconte que des films je parle de moi en fait, et que je traverse la même histoire que mes personnages, pendant toutes ces années, entre 2014 et 2020, 6 ans au quotidien, à brasser cette matière qui ne m'a pas laissé complètement indemne. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y avait plus de conscience du monde, il y avait plus de... C'est pas que ça d'être un peu plus conscient. Il y avait une forme de désillusion. Puis comme le Covid s'est invité à ce moment-là, on s'est retrouvés tous bloqués dans une forme, le mouvement s'est arrêté, dans une forme d'introspection qu'on a tous vécu un peu obligatoire. J'avais le sentiment de la nécessité de reprendre mon souffle. Je me posais des questions sur ce qui venait de se passer, est-ce que j'étais à la bonne place, le temps passe, j'ai plus de 50 ans. Et toutes ces questions mêlées, le moment, le confinement, la fin de ces films a fait que j'étais dans cette énergie-là, très réflexive, un tout petit peu, un poil dépressive, et donc j'ai écrit ce film. Et monsieur qui filme des films. Ah oui, parce qu'on passait sur Internet. Vous avez réussi à voir le film quand même parce que... Non, vous voulez que je coupe ou... Non, c'était une blague. C'est une vieille angoisse de metteur en scène. Ah non, c'est quelqu'un en train de filmer un écran, ça me fait toujours que le film sorte avant, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, donc j'étais dans cet état-là et ça m'a donné envie d'écrire cette histoire. Et j'avais 3 images en tête, que j'ai depuis très longtemps en tête, et souvent quand on fait un film, des fois on fait un film pour une image. 2 personnes qui se sont aimées et qui se retrouvent, filmer une station balnéaire hors saison, et filmer un piano qui joue tout seul. J'avais cette image-là en tête depuis tout le temps et j'ai réussi à tout caser dans le même. Voilà. Donc du coup, l'introspection à Quiberon, c'est facile. En fait, je connais bien Quiberon, parce que j'y vais depuis un certain nombre d'années, et je trouve que c'est un charme. La Côte Sauvage, c'est puissant, c'est moins puissant qu'Orléans évidemment, mais voilà, il y a un truc d'une forme de puissance tellurique comme ça de cette côte sauvage qui est assez puissante. Et parce que je suis breton, j'ai ressenti quelques vibrations intimes et j'ai eu envie d'écrire ça là-bas et de le mettre là-bas. Et donc du coup, comment est-ce que vous avez pensé à Guillaume pour ce rôle? Je peux aussi, désolé de vous couper, là aussi, parce que du coup, les deux sont quasiment tout le temps présents sur le film. Et on peut dire qu'ils sont tout le temps présents. En fait, moi, je fais ce que je vous disais, j'écris des films qui sont finalement ça raconte un peu mon rapport au monde. Et j'envisage la fiction comme vraiment un documentaire sur les acteurs. Et sans connaître intimement Guillaume, il y a quelque chose de sa mélancolie naturelle que moi je ressentais. C'est pas on se connaissait de loin, on s'appréciait de loin, on s'est envoyé quelques messages ces 10 dernières années, où on a vu quelques verres ensemble, mais on ne connaît pas intimement la personne. Mais il y avait quelque chose que je ressentais, aussi de tous les films que j'ai vus, d'une mélancolie
élégamment et puissamment dissimuler une forme de quelque chose comme ça, de drôlerie, de charme, etc. Et moi, j'ai eu envie de se... C'est bien des tas comme ça. Et moi, j'ai eu envie de se... Par rapport au personnage, il fallait que je puisse filmer ça. Voilà. Je sentais qu'il y avait ça chez Guillaume, donc je me suis autorisé à penser à lui, à l'appeler pour lui proposer le film. Et puis ensuite, comme Guillaume était là en premier, il fallait une vibration comment dire, complémentaire. Et puis dans les pérégrinations de réflexion, voilà, à un moment c'est arrivé sur Alba, qui a cette capacité, mais comme Guillaume en fait et c'est le propre des grands acteurs, les grands acteurs, je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le mystère. C'est des gens qui restent mystérieux, qui sont intrigants, donc qui sont passionnants à regarder. Et c'est des gens qui sont capables de jouer ce qui n'est volontairement pas écrit. Il y a ce qu'on écrit, qui vous permet, il y a les mots, etc. Et puis il y a tous les espaces vacants, il y a tout le sous-texte, en fait, qui est apporté par cette espèce de sous-couche, sous-sous-couche que ces personnalités ont, et qui font que ça remplit au-delà du cadre. Voilà, c'est Alba et Guillaume, il y avait je pense que quand on met côte à côte deux de ces personnes, il se passe quand même quelque chose. Et du coup, Guillaume, comment est-ce que vous avez reçu le scénario, j'imagine? Par mail. Par coursier. À cheval. Non, moi j'étais ravi. C'est vrai qu'on s'était rencontrés quelques fois avec Stéphane et j'avais très envie de travailler avec lui. Je lui avais fait savoir, je lui avais dit d'ailleurs. Et puis un jour on a été boire un café, et puis il a commencé à parler du projet, et puis il m'a finalement envoyé le scénario. Moi j'avais déjà très envie de travailler avec lui. Donc déjà j'avais envie d'aimer à la lecture. Et en lisant le scénario, j'ai été touché par ce personnage, par cet homme surtout en fait, par ce trajet, par cette prise de conscience après plusieurs années que finalement l'homme qui voulait devenir n'est pas si heureux que ça. Et que finalement, voilà, il a voulu devenir célèbre, mais il n'est pas devenu forcément heureux. Voilà. Et donc je trouvais ça touchant, je trouvais ça intéressant. Et je trouvais ça intéressant aussi cette relation avec cette femme et ce rapport au temps en fait. C'est marrant parce qu'il y a des fois dans la vie, on peut avoir fait du mal à certaines personnes, à des amis, à quelqu'un de proche, mais sans vraiment s'en rendre compte du tout en fait. Et puis avec le temps qui passe, quelques années plus tard, on évolue, on change un peu et tout d'un coup on voit les choses autrement, puis on se dit tiens, mais est-ce que je me suis finalement bien comporté? Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans ce personnage, c'était de montrer ce personnage qui tout d'un coup devient plus faible, plus fragile en fait, pas forcément plus faible, mais plus fragile et plus sensible peut-être aussi, qui est moins dans cette carapace et qui se rend compte du mal qu'il a pu faire à cette femme et qui du coup s'est perdu un peu dans un chemin. C'est ça que je trouve beau en même temps dans la vie, c'est que quand on se court de chemin, en même temps on apprend quelque chose. Et lui, il a appris quelque chose. Et voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. Il a effectivement appris quelque chose, et donc du coup c'est une nouvelle histoire, toute l'expérience qu'il a passée pendant 15 années, en fait, il voit les choses différemment. C'est plutôt ça en fait qu'on voit dans ce film, je trouve. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais comme pardon. Comment il a dit bien Magnifique. Désolé. C'est très bien. Du coup, ça m'a coûté, je suis complètement perdu. Est-ce que vous avez une question? Parce que je continue. Non, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions. Oui, j'en suis persuadé. Ah, monsieur, excusez-nous parce que c'est vrai qu'on vous voit pas très bien. Merci beaucoup. C'est une question pour Stéphane Brézé. En fait, alors, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous avez pris un tableau blanc en brainstormé et vous lui parlez de plein de sujets de société. Alors, des fois, vraiment, on décline, et des fois, juste une image. Le racisme, l'homosexualité, le réchauffement climatique, la souffrance animale.
Non, je me trompe, hein, des fois. Les gens qui passent trop de temps sur leur téléphone ou pas. Hein. Des fois des petites images comme ça, à chaque fois je me dis, tiens, c'est vraiment un sujet de société. Ça aurait pu être un sujet de société à chaque fois. Ça me trompe, hein. Non, je crois que personne se trompe quand il voit un film, puisqu'il l'appréhende avec son propre émotionnel. Donc, je ne peux pas vous dire vous avez tort, puisque c'est votre perception à vous. Alors, il y a un moment de votre phrase, je me suis dit, est-ce qu'ils ont vu vraiment hors saison? Très honnêtement, par rapport au réchauffement climatique, j'ai pas... Alors, c'est une phrase. Ah oui, oui. Non, mais c'est une phrase, voilà, mais je me dis peut-être peut-être j'ai senti comme ça, mais je me suis dit... Il a l'élégance de dire, et je trouve ça élégant de sa part, il dit est-ce que tu vas bien? Tout ne va pas bien, mais le tout va bien. Bon, par rapport au réchauffement climatique, c'est pas très grave. Alors, j'ai fait des films un peu politiques. C'est pas une critique, hein. Non, mais je n'entends pas du tout comme une critique. J'ai fait des films un peu politiques, et franchement, je pense que j'ai un peu plus creusé le sujet, que si je voulais parler du réchauffement climatique, j'aurais plus creusé le sujet qu'une seule vanne. Mais en même temps, dès que quelqu'un voit quelque chose, ou des fois dans les journaux, les journalistes font des analyses très poussées, esthétiques, etc., j'ai pas forcément pensé, mais à partir du moment où vous y voyez ça, c'est que votre propre histoire, votre propre sensibilité, il voit ça, et c'est très bien, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'imposer un point de vue que d'ouvrir des espaces à chacun. En fait, ce qui m'intéresse en fabriquant un film, en racontant une histoire, c'est au travers d'une histoire compréhensible par tout le monde, qui a un début, un milieu, une fin, c'est de ménager des espaces vacants dans lesquels chacun va pouvoir projeter de sa propre histoire. Et que quand une émotion surgit, ou une réflexion, elle a à voir en fait avec la propre histoire du spectateur et pas le truc imposé par le récit. Voilà. Donc ce que vous me dites, même si sur un ou deux trucs je suis un peu dérouté, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Non mais en fait ce que je pense que vous voulez dire, enfin, de ce que je comprends moi en fait, c'est que il y a un constat sur leur couple, sur leur histoire à chacun, mais aussi dans le monde dans lequel ils vivent à ce moment-là en fait. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être c'est ça que vous vouliez dire. Pas du tout. C'était vraiment dehors. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein. À un moment où il y a une femme plutôt jolie, jeune, on voit que le monsieur qui s'assoit est plutôt âgé. Je veux dire, c'est pas un hasard. L'image d'après, c'est deux personnes qui sont au téléphone, qui mangent ensemble. On voit tous les jours. C'est pas un hasard non plus. Alors, rien n'est un hasard parce que tout est choisi, etc. Et puis, il y a aussi des choses qui... par exemple, la scène où fait référence avec la jeune femme et le monsieur qui s'assoit en face d'elle. En fait, il se trouve qu'elle avait une très longue scène, dans le scénario, elle avait une très longue scène, écrite, tournée avec Guillaume, tu te souviens de cette femme, et qui était super, mais après qui trouvait plus sa place dans le récit. Et donc j'ai dû couper, donc il reste finalement ça. Alors après, oui, c'est une femme. Dans l'histoire, en fait, c'était assez. La scène qui était écrite c'était pas sociétal, mais il y avait un rapport assez déroutant de ce couple-là, assez déroutant. Drôle et assez touchant et assez déroutant. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Alors, ça s'adresse à Guillaume Canet, parce qu'après avoir fait une dinguerie de film comme Rock'n'Roll, excusez-moi, le débat n'est pas fini. c'est le rapport au temps, ça semble être le sujet aussi de ce film-là, de regarder son passé avec le regard d'un cinquantenaire presque. Et donc, je ne voudrais pas être désagréable. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil à Rock'n'Roll parce que j'ai adoré, et aussi la question sur le temps qui passe. Alors je pense que le clin d'œil à Rock'n'Roll, c'est parce que effectivement je joue dans les deux films et que je joue un acteur. Mais après, bon, c'est vrai que dans Rock'n'Roll, je joue à mon propre rôle, mais c'est une satire et c'est un peu un décalage. Mais je comprends ce que vous voulez dire, et donc j'ai pas compris la question. Pardon.
C'était quoi la question, pardon? Mais sur le temps qui passe, de toute façon, dans les deux, il y a quelque chose. Ah oui, un rapport sur le temps qui passe, ouais. Bah oui, j'ai 50 ans, donc forcément, je commence à jouer des rôles de personnages voilà, qui voient le temps passer. Et je le vois bien passer. Et je vous confirme qu'il passe bien. Et voilà. Mais je le vis pas trop mal. Beaucoup mieux que dans les films en question, en fait. Moi, j'ai une question pour vous, Guillaume, également. Si vous pourriez nous rassurer, parce que le rôle que vous incarnez, vous êtes dans la désillusion, vous semblez paumé, vous semblez déçu de votre carrière d'acteur. C'est pas comme ça dans la réalité, au moins. Vous allez bien. Rassurez-nous quand même. Tout va bien. Alors, tout va très bien. Donc, tout va bien dans le tout. Ça va bien, le tout va Sur bien. le plan sentimental, Non, carrière, franchement, tout va bien. ok. Non, tout va bien. Après, c'est des sentiments. Ce qu'il ressent, ce sont des sentiments qu'on connaît tous, en fait, en tant qu'acteur. Il y a des moments comme ça où tout va bien, et puis des moments où on a des gros doutes, des moments où tout d'un coup, on passe énormément de temps sur quelque chose qui ne marche pas, ou qui n'est pas apprécié. Ça déroute, ça blesse, ça fait mal, c'est compliqué, c'est des périodes qui durent pendant des mois, où on se remet en question, où on se demande à quoi bon travailler autant pour se prendre des sauts de merde dans la gueule. Mais c'est en même temps tellement fascinant et c'est une chance tellement incroyable qu'on a de faire ce métier, et surtout quand on a la chance de travailler autant que je travaille, que franchement, voilà, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, en fait, c'est un métier où on donne beaucoup de soi. Stéphane en parlait très très bien quand il racontait l'amour qu'il a pour les comédiens. Il disait qu'il était impressionné par l'idée de voir un acteur qui arrive sur un plateau, bon, son seul instrument c'est lui-même, et qu'est-ce que tu veux, ok, et on le fait, voilà. Et c'est une espèce de mise à nu comme ça, de lâcher prise, qui des fois peut être extrêmement déroutante, ça peut être fatigant, ça peut être à la fin d'un film, on peut se perdre un petit peu dans des personnages, et donc de film en film, si on les enchaîne et qu'on travaille beaucoup, on peut avoir tendance à devenir sec. Et l'important, c'est de savoir des fois s'arrêter un petit peu pour se renourrir et être capable de redonner quelque chose. Et c'est vrai que c'est un métier où on donne beaucoup. On donne beaucoup psychologiquement, on donne beaucoup physiquement, on donne beaucoup émotionnellement. Et quand il n'y a pas de retour, on a l'impression d'être totalement vidé, d'avoir été vidé de quelque chose en fait. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est pas mal de venir en tournée voir le public et voir les salles aussi, parce que on joue pas au théâtre. Et quand on a la chance d'avoir le contact avec le public et de sentir des fois que les gens apprécient le travail qu'on a fait, ça fait chaud au cœur. Voilà. Merci et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ici, zéro. Bonsoir, donc moi c'est plus pour Guillaume. Dans le film, il y a un échec sur du coup, le théâtre. Est-ce que, alors à ma connaissance, vous n'avez pas joué de rôle dans le théâtre, donc est-ce que vous avez déjà posé la question, ou est-ce que voilà, il y a eu un échec là-dessus Alors non, je me suis souvent... En fait, moi j'ai commencé au cirque, j'ai travaillé dans un cirque, j'avais 16 ans, et après j'ai commencé au théâtre, dans une pièce qui s'appelait La ville dont le prince est un enfant. Du coup, je savais pas. Non, c'est pas grave. Une pièce de Monterland. Un peu grave. C'est une pièce de Monterland, au théâtre Héberto. Et voilà, c'était une des premières fois. Voilà. Après, j'ai fait une pièce qui s'appelait Les Enfants du Paradis, au Rond-Point. Et puis j'ai fait une pièce qui s'appelle Grande École au théâtre 14. Enfin, voilà, j'ai joué quelques pièces. Et j'ai adoré ça. J'ai fait du stand-up aussi, dans des salles. J'ai fait des tournées en Belgique, partout, voilà, en faisant les premiers sketchs de Franck Dubosc. En fait, c'est moi qui lui jouais, en fait. On les écrivait ensemble, puis après il s'est barré tout seul.
Mais donc voilà, donc j'ai toujours adoré ça, le contact avec le public et être sur scène. Et c'est quelque chose qui me tente beaucoup de revenir. Comme l'a dit mon père de métier, mon père spirituel qui était Jean Rochefort, il me dit attends chonchon d'être fripé pour jouer au théâtre. Donc, comme je suis pas encore totalement fripé, j'attends. Oui, ça va venir, oui, je le confirme. Ça commence. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans le cinéma et de faire des films qui me plaisent. Et donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a une petite angoisse aussi. Et je comprends son angoisse au personnage de se retrouver sur un plateau de théâtre. C'est pas la même chose. Et c'est marrant parce que je fais souvent, assez souvent, au moins 2 à 3 fois par an, un rêve où je suis au Théâtre Héberto, où j'ai commencé, et où j'arrive et j'apprends que c'est le soir de la représentation et j'ai toujours pas appris mon texte. Et je suis en train de courir partout dans les escaliers et tout ça, et je cherche la pièce pour regarder au moins les premières lignes, pour pouvoir au moins, et puis ça arrive, et puis ça sonne, et il faut rentrer sur scène, et je sais pas, voilà. Et c'est toujours le même rêve. Et dans mon rêve, je me dis, mais t'es vraiment con, c'est un rêve, arrête de flipper. Et ça va loin, en fait. Voilà. Et tout le monde se dit, ouais, il est vraiment pareil, quoi. Tout ne va pas bien, mais tout va bien. Ouais. Et juste c'est qu'en fait, dans le film, il fait un flux d'obstacles devant au théâtre, mais en fait, il accroche ça parce que je pense que de manière totalement inconsciente, il a besoin de se retirer du monde. Donc, il s'est mis dans une situation, et je pense que des fois, totalement inconsciemment, bien sûr, on crée des situations à la con pour se foutre dans le pétrin et être obligé de se poser des questions. Et je pense que lui, il a trouvé une situation. Ça n'aurait pas été le théâtre, ça aurait été autre chose. Là, le théâtre, c'était pratique. Il s'est mis dans une situation écrasante pour pouvoir partir, mais parce qu'en fait, c'est une bonne excuse qu'il a trouvée pour se poser des questions très, très importantes à ce moment-là de sa vie. Donc c'est une bonne invention qu'il a trouvée, ce théâtre, je pense. Bonsoir, je suis là. Bonsoir Monsieur Brisé, bonsoir Guillaume. Je suis là. Bonsoir. Avant toute chose, merci pour ce film que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup les films, les histoires de vie, les films qui traitent des relations entre les hommes avec un grand H. D'autant que voilà, moi je suis président d'une association qui organise un festival à Angers, c'est une commune qui est à Côte d'Orient. Le Festival international du film social auquel Guillaume nous a fait l'honneur de participer en juin dernier. Oui, bien sûr. Voilà, donc je vois pas très bien avec le projecteur. Donc j'en profite j'ai le micro pour vous remercier encore sincèrement de votre présence. J'étais venu avec le mandataire. C'est ça, tout à fait, ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, ça a été très apprécié par tout le monde, on en parle encore. Donc encore une fois, merci d'avoir été là. Et du coup, j'ai une question pour chacun. Monsieur Brisé, est-ce que vous nous feriez aussi le plaisir d'être présent si je vous y invite? Alors là, tu vois, si j'écrivais des scénarios, j'aurais écrit ça exactement comme ça. Franchement, j'attendais la suite du truc. Et en fait, à un moment, je me suis retenu de faire la. C'est marrant, moi, j'ai pas été invité, mais par film. De toute façon, il va me le proposer dans 1 minute 12. Donc ça, c'est ma première question. Puis Guillaume, est-ce que vous avez 2 minutes après, parce qu'on devait se recontacter? Donc si vous avez 2 minutes pour qu'on se voit là, parce que voilà. On est Profitez de passer à Orléans. On est sur une phase, on est sur un épisode très intime. C'est pour le numéro de Gilles Lelouch. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Mais j'en ai parlé, mais il ne pouvait pas, en fait. Ah, je sais pas, vous m'avez pas répondu. Je vais te faire engueuler maintenant. Mais mon agitation. Je l'ai entendu. C'est bar mitzvah, mariage, c'est le boutade, c'est accepter le boutade. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Il m'a beaucoup touché. Je vais reprendre une scène, Monsieur Canet, où vous lisez 2 scénarios qui ne vous ont manifestement pas plu. Alors, ce soir, je suis venue avec le mien. Et je vais vous proposer de lire. Vous acceptez? De lire le scénario? Mais ça va être un peu long, quand même. Non. C'est pas maintenant.
Je peux vous le faire passer. Ah, je croyais que oui, lire le scénario. Ah non, Ah oui, non, non. Ah oui, bien sûr. C'est marrant parce que c'est quelque chose d'assez rare. En fait, on a fait 2 salles ce soir et ça fait 2 fois que quelqu'un nous C'est passe un quand scénario. la fiction rejoint la réalité. C'est rigolo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, c'est une clé pour les gens qui ne comprennent pas. Une clé, les gens disent, ouais, elle a pas vu le scénario là-dedans. Merci beaucoup. Je vais en profiter. Est-ce que vous avez une dernière Bonsoir. question? Non. Oui, ici. Et la carte de Excusez-moi. deuxième. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Alors je m'adresse, enfin, félicitations à tous les deux, mais je m'adresse plus spécialement à Monsieur Brisé. Je vois que le scénario a été écrit, enfin j'en déduis qu'il a été écrit avec Marie Drucker. C'est une bonne déduction. Voilà. Honnêtement, c'est une bonne déduction ce que c'est écrit. Voilà. C'est bien. C'est vrai. Et donc, alors je ne sais pas si c'est votre habitude de partager le scénario sur vos films précédents. Je m'en suis jamais préoccupée, je ne vous le cache pas. Mais là, est-ce que par rapport au film, il y a quand même une sensibilité aussi très féminine dans ce récit qui fait écho, hein, comme vous le disiez, chaque scène peut faire écho à chacun de façon différente. Et on a un personnage là féminin totalement présent, vivant et surmontant aussi ses propres angoisses, je pense, et ses propres difficultés. Est-ce que c'est ce regard qui était plus féminin de la part de Marie Drucker ou c'était plutôt général entre vous deux lors de l'écriture du scénario? Alors, j'écris toujours avec quelqu'un, D'accord. homme ou femme. J'ai écrit plusieurs films, parfois avec les mêmes personnes. La loi du marché, En guerre à notre monde, c'était écrit avec le même co-scénariste. J'ai écrit pas mal de films avec Florence Vignon. J'ai plus donc écrit avec des femmes, je pense qu'avec des hommes. Et en fait, ça ne se partage pas exactement comme ça. C'est-à-dire que Marie ne prend pas en charge uniquement le féminin et moi le masculin. Mais en fait, en partie, il y a des choses qu'elle me disait sur peut-être des choses qui... Pas compliqué de dire qui appartiennent aux femmes et qui appartiennent aux hommes. En tout cas, dans la construction, tout le monde n'est pas identique, etc. Mais il y a peut-être des choses dans la construction qu'on a arrivé à un certain âge, enfin, on appartient à notre époque aussi. Et même si ces choses sont interrogées très, très justement aujourd'hui, je trouve. Mais j'ai un petit peu plus que le personnage masculin, et elle a un tout petit peu plus que le personnage féminin. Et en fait, c'est pas tant que Marie a pris en charge le féminin et moi le masculin, c'est que, en fait, je pense qu'il y avait quelque chose dans la complicité avec Marie, c'est que j'étais à l'aise avec mon féminin devant Marie, et elle était à l'aise avec son masculin devant moi. Ce qui fait que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ample que juste chacun un domaine réservé, que chacun prend en charge sa partie. C'était un millefeuille un peu complexe de relations. Mais en fait, juste pour l'anecdote, c'est que la première fois que j'ai rencontré Marie, c'était il y a pas mal d'années, c'était Marie Drucker, productrice, qui proposait elle avait acheté le droit d'un bouquin, elle proposait d'adapter le bouquin. Et ça ne m'intéressait pas, mais ça m'intéressait d'échanger avec elle et de lui dire en face, je ne vais pas faire pour telle ou telle raison. Mais en fait, il y a cette chose très étrange qui arrive parfois avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, il y a une forme de complicité immédiate, comme si en fait on se connaissait déjà et qu'on prolongeait une conversation qui avait déjà commencé il y a longtemps. Et c'est le sentiment que j'ai avec Marie, avec une frontalité, une honnêteté dans les choses qu'on se disait, homme-femme, qui était assez déroutante et comme, très évidente. Et à la fin de la conversation, je dis, écoute Marie, si un jour j'écris un scénario qui met en scène un couple, je te demanderai, parce que franchement, je trouve ça étonnant la manière dont on a parlé de ces sujets-là, alors que c'est la première fois qu'on se rencontrait. Alors après, le temps est passé, elle a joué dans un autre monde, mon film précédent, et puis c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, très rapide, intellectuellement, elle va très très vite, très curieuse, très audacieuse. Donc quand je lui ai proposé d'écrire ensemble, ce qui n'est pas rien, ça prend du temps d'écrire un scénar, elle dit bah ok, allons-y, et on a fait ça ensemble. Je crois qu'il y a une dernière question de monsieur.
Oui. Bonsoir. Je suis curieux de savoir quelle est la part d'improvisation prise par les acteurs ou laissée par le réalisateur aux acteurs dans ce film où il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de silence, sur une musique d'ailleurs que j'ai trouvée superbe. Voilà, ma question est posée. Merci de nous éclairer sur le sujet. Alors non, tout est écrit. Maintenant, dans la manière de travailler, qu'a Stéphane et que je trouve très très intéressante, c'est d'appuyer sur l'importance de l'écoute dans le jeu, quand on joue ensemble. Et pour ça, en fait, il nous met dans une position, dans une situation, en fait, où on va être vraiment dans l'écoute de l'autre. Et c'est vrai que quand on parle à quelqu'un, on a tendance à utiliser les mots un peu en fonction de ce que l'on ressent, de comment la personne perçoit en fait ce qu'on est en train de dire. Et c'est vrai que Stéphane a cette manière-là de travailler qui fait que du coup il y a une vraie qualité d'écoute entre les deux comédiens, et du coup ça permet aussi des fois ces moments de véracité, de vérité, et les temps qu'on prend, les hésitations, vous voyez, que je prends là en parlant, où je parle pas forcément comme si je connaissais mon texte par cœur. C'est ça qu'il essaye de rechercher aussi, et on ressent, et du coup, on peut avoir cette liberté-là, en fait. C'est-à-dire que le texte est écrit, mais par contre, on a la possibilité de l'interpréter réellement, comme un interprète qui joue une partition qui est écrite, et dans la manière de l'interpréter. Et ça, c'est un grand cadeau, en fait, pour un comédien. Merci. Merci. Même la partie de Lucette, en fait, qui est faite au téléphone portable, c'est une partie intégralement écrite. En fait, c'est Lucette, c'est pas sa vie, pas Lucette. C'est appris, c'est joué, c'est interprété. Ce que disait Guillaume, c'est qu'en fait, moi, c'est très écrit, mais j'accorde la possibilité aux comédiens, professionnels et non professionnels, ils sont tous que j'ai à la même enseigne, de dire les choses. S'ils veulent employer leurs mots à eux, ils peuvent employer leurs mots à eux. Donc, comme c'est pas écrit en alexandrin, il y a des chances que leur prose ressemble à peu près à la mienne. Donc, ils ont cette liberté-là, mais qui crée effectivement une nécessité d'écoute énorme, parce qu'ils ne savent pas forcément précisément comment la phrase va être dite. Donc, ils ont cette petite espace de liberté, mais qui crée de fait énormément d'écoute, et il y a que ça qui m'intéresse en fait, c'est la manière dont on écoute. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. à vous. Merci à vous. Juste un petit cadeau de notre partenaire de d'Orléans. N'hésitez pas. Et je vous rappelle bien évidemment que le film sort le 20 mars. Donc n'hésitez pas à en parler si vous avez aimé le film.